Bonjour les amis. Eh oui, aujourd'hui c'est un épisode en français. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous me l'ont demandé, et puis aussi parce que ça va nous permettre de faire un petit récapitulatif de l'ensemble des épisodes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Alors bien sûr, il va être question d'histoire du Maroc, et on va aller du début des conquêtes musulmanes, c'est-à-dire de la deuxième moitié du 7e siècle, jusqu'à la fin de ce qu'on appelait l'ère des royaumes berbères indépendants, c'est-à-dire jusqu'au début du 10e siècle. Alors je tiens tout de même à préciser qu'on va rapidement revenir aux épisodes en version arabe, donc pensez-y avant de vous abonner, de manière à ne pas vous déboussoler, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. L'islam apparaît durant la première moitié du 7e siècle et va s'étendre d'une manière fulgurante au détriment des deux principales puissances de l'époque, à savoir l'empire perse sassanide d'un côté et l'empire byzantin de l'autre. Ces deux puissances se sont livrées une guerre sans merci durant plusieurs décennies qui ont précédé l'apparition de l'islam et se retrouvent de ce fait complètement démunies face aux armées du califat nouvellement créé. L'empire sassanide perse de son côté s'effondre totalement en 642 après la bataille de Nahavand, tandis que l'empire byzantin, lui, se retrouve amputé de nombreuses provinces qui ont fait sa richesse, à savoir le Levant et l'Égypte. Les premières expéditions à destination de l'Afrique du Nord ont lieu en 647, puisqu'une première bataille victorieuse est menée par le califat musulman à Sufetula contre les armées byzantines de l'Exarchat d'Ifriqiya, à savoir la Tunisie actuelle. Cependant, cette victoire a de courte durée puisque des dissensions internes vont apparaître au sein du califat islamique et qui vont déboucher sur ce qu'on appelle la grande discorde, mettant ainsi un terme momentané aux conquêtes musulmanes. La grande discorde débute à la fin du règne du troisième calife bien guidé, Othman ibn Affan, qui, accusé très probablement à raison de favoritisme au profit de ses proches et de son clan, est sauvagement assassiné par des mutins hamédines en 656. Son successeur, Ali ben Abi Talib, cousin du prophète, se trouve rapidement contesté dans son pouvoir par de nombreuses personnalités de l'islam, à la tête desquelles le fameux Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de la province du Levant, chef de clan des Omeyyades et qui se trouve être le cousin du calife assassiné. S'ensuivent alors de très nombreuses batailles, dont la fameuse bataille de Siffin en 657 qui, même si elle demeure non concluante d'un point de vue militaire, va tout de même déboucher sur une scission au niveau des partisans de Ali ibn Abi Talib entre ceux qui lui sont restés fidèles, les chiites, et ceux qui sont sortis de son autorité, les kharijites. En 661, le calife Ali ibn Abi Talib se fait assassiner à son tour par les kharijites. Et c'est finalement autour de Muawiyah ibn Abi Sufyan que se rassemble la majorité des musulmans, les sunnites, pour fonder le califat omeyyade. Et c'est de cette manière que sont nés ce que représentent encore aujourd'hui les trois principaux courants religieux en islam, à savoir le sunnisme, le chiisme et le kharijisme. Alors, le kharijisme, retenez bien ce mot-là parce que c'est l'un des courants de l'islam qui est probablement moins connu aujourd'hui, mais c'est celui qui va connaître l'expansion la plus importante en Afrique du Nord après la grande révolte berbère, c'est-à-dire après la deuxième moitié du 8e siècle. Après la grande discorde, les conquêtes musulmanes en Afrique du Nord peuvent reprendre. Les troupes musulmanes qui s'étaient entre-temps retirées de la province d'Ifriqiya reprennent pied en 667 suite à une expédition du gouverneur d'Égypte, Muawiyah ibn Hudayj, à ne pas confondre avec l'autre, et qui nomme l'un de ses proches, un certain Uqba ben Nafi', gouverneur de la nouvelle province conquise. Le général Uqba ben Nafi s'emploie rapidement à consolider le pouvoir omeyyade en Ifriqiya. Il construit pour cela un camp militaire qui va devenir plus tard la ville de Kérouan et s'emploie à contrer l'influence byzantine qui reste encore présente au niveau de certaines villes côtières, notamment à Carthage. C'est également à cette époque qu'ont lieu les premiers contacts entre les Omeyyades et la population autochtone d'Afrique du Nord, les Amazirs, plus connus sous le nom de Berbères, terme peu flatteur s'il en est puisqu'il découle de la racine du mot grec barbaros qui veut dire les étrangers, les gens dont on ne comprend pas vraiment la langue, les gens peu civilisés, bref les citoyens de seconde zone. Malgré la soumission de nombreux chefs des tribus amazirs, dont le fameux Axil, plus connu sous le nom de Kosseilius, la politique d'Uqba ben Nafi est particulièrement brutale et dégradante vis-à-vis de ces populations. Une surimposition,
des razzias à n'en plus finir, une grande expédition à destination de la Mauritanie tingitane, tout cela finit par exaspérer. Et Okba ben Nafi finit par être tué lors d'une embuscade en 683. Le général Okba ben Nafi est encore une personnalité très clivante au Maghreb jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque nombreux sont ceux qui le considèrent comme étant le héros de l'islam, le pourfendeur des mécréants, celui qui a permis de sortir le Maghreb des ténèbres, tandis que d'autres ne voient en lui qu'un conquérant oppresseur, brutal et sans pitié. À l'exception d'une campagne militaire menée en 688 et qui va tout de même aboutir à la mort du roi Amazir Kosseilius, la décennie qui suit la disparition d'Okba ben Nafi reste relativement calme en raison de nouvelles dissensions au sein du califat omeyyade. Et il faudra attendre 693 et la nomination d'un nouveau gouverneur, Hassan ibn Nu'man, pour voir réellement les conquêtes musulmanes en Afrique du Nord entrer dans une nouvelle ère. La politique habile de ce nouveau gouverneur permet notamment de rallier de nombreuses tribus amazirs à la cause du califat omeyyade. Ces tribus combattent désormais côte à côte avec les armées arabes. Et cette politique porte rapidement ses fruits puisqu'elle permet d'en finir avec les derniers bastions byzantins en Ifriqiya. Carthage tombe en 698. Les victoires de Hassan ibn Nu'man restent cependant de courte durée, puisqu'il doit encore affronter les dernières tribus amazirs réfractaires au pouvoir central omeyyade et qui sont commandées par une certaine reine mystérieuse qui répond au nom de Dihya. La reine Dihya va mener une résistance acharnée, voire héroïque, dépendamment du point de vue où on se trouve face aux armées arabes, qui sont d'ailleurs défaites à de très nombreuses reprises, et notamment lors de la bataille de l'Oued Nini à la toute fin du 7e siècle. Cependant, et face au revirement de certaines populations qui commencent à se lasser de ces guerres interminables, la reine Dihya est finalement capturée puis tuée aux alentours de 703. Après cette date, un nouveau gouverneur sera nommé en Ifriqiya. Ce sera le célèbre Moussa ben Nusayr qui s'emploiera à consolider le pouvoir omeyyade en Afrique du Nord et notamment au Maghreb occidental, l'actuel Maroc, où il nommera d'ailleurs l'un de ses généraux amazirs, le non moins célèbre Tariq ibn Ziyad. Alors que les autorités omeyyades s'affairent à mater les dernières tribus amazirs récalcitrantes et à explorer de nouvelles terres, notamment dans le Souss, leurs regards et leurs intérêts se détournent néanmoins rapidement vers le nord, vers l'Hispanie, c'est-à-dire l'Espagne actuelle, et qui est en ce début du 8e siècle sous la domination des Visigoths. Le royaume wisigoth, qui est l'une de ces entités germaniques qui sont nées à l'issue de l'effondrement de l'Empire romain à la fin du IVe siècle, n'en est plus à son heure de gloire, puisqu'il connaît depuis plusieurs décennies une grave crise politique de succession et qui va l'affaiblir considérablement. Et il n'en faudra pas plus pour convaincre Tariq ibn Ziyad d'un côté puis Moussa ibn Nusayr de l'autre d'entreprendre ce qui reste à ce jour l'une des conquêtes les plus rapides et les plus spectaculaires de l'histoire. Pas plus de 5 ans pour entraîner l'effondrement du royaume wisigoth et la création de ce qu'on va commencer à appeler Al-Andalus, c'est-à-dire l'Hispanie musulmane. En 715, nos deux compères, Moussa ibn Nusayr et Tariq ibn Ziyad, sont rappelés d'urgence à Damas pour consultation. Parce qu'il faut dire que leur conquête spectaculaire d'Al-Andalus commence à faire des jaloux parce qu'en 715 justement, c'est l'apogée du califat omeyyade. Rendez-vous compte, il va des Pyrénées au nord jusqu'au désert de Nubie au sud et de l'Atlantique à l'ouest jusqu'au fleuve Indus à l'est. C'est vraiment énorme. En effet, en 715, le califat omeyyade est un empire aux dimensions gigantesques et l'extrême diversité des ethnies qui le composent n'est pas sans poser de problème, puisque la politique discriminatoire des autorités omeyyades à leur égard commence à menacer sérieusement l'unité de l'empire. C'est le cas en particulier en Afrique du Nord, où les Amazirs, bien qu'ayant été en première ligne lors de la conquête d'Al-Andalus, ne sont pas traités de la même manière lorsqu'il s'agit de distribuer le butin. Et Tariq ben Ziyad, par exemple, le héros de la conquête, est très probablement emprisonné puis tué dans les geôles omeyyades à Damas. Pour ne rien arranger, la conquête de la Gaule, débutée en 720, est un échec puisqu'elle se termine par le désastre de Poitiers en 732. Ce qui finit par assécher les caisses de l'État central et écorne sérieusement le prestige de l'aristocratie arabe dominante. Le gouverneur de l'Ifriqiya de l'époque, un certain Ubaydallah ibn al-Habhab, décide d'ailleurs en 734 d'accentuer la pression fiscale à l'égard des Mawalis, c'est-à-dire les nouveaux convertis, à savoir les Amazirs.
Les nouveaux impôts auxquels sont assujettis les Amazirs sont d'autant plus mal acceptés qu'ils concernent la jizya et le kharaj, deux impôts qui selon la charia islamique concernent justement uniquement les non-musulmans. Une tentative de médiation sera pourtant bien organisée par un certain Maïsara el-Mdari, l'un des chefs tribus locaux qui s'en va à la tête d'une délégation exposer ses griefs auprès du calife à Damas. Cependant, cette tentative sera un échec puisque le calife en question, Hicham ibn Abd al-Malik, ne prend même pas la peine de les recevoir. C'est ce qui mettra le feu aux poudres. Profitant d'une expédition des armées omeyyades en Sicile, Maïsara el-Mdari et ses mutins déclarent l'insurrection générale dans le Maghreb occidental et prennent la ville de Tanger dans les premiers mois de l'année 740. C'est le début de ce qu'on appelle la grande révolte berbère. La réaction du califat omeyyade ne se fera pas attendre puisqu'un premier contingent formé de l'aristocratie kérouanaise est envoyé au Maghreb occidental pour mater la révolte. Cependant, ces armées sont totalement décimées lors de la bataille des nobles par les insurgés amazirs. Prenant conscience de la gravité de la situation, le calife omeyyade Hicham ben Abd al-Malik à Damas décide d'envoyer l'élite de son armée. Ce sont les cavaliers syriens auxquels vont s'ajouter les armées déjà stationnées en Ifriqiya. Ce sont au total plus de 40 000 hommes, un nombre colossal pour l'époque qui se déplacent au Maghreb occidental. Cependant, ces armées vont être une nouvelle fois défaites lors de la bataille de Bakdoura contre les insurgés amazirs en 741. Non contents de ces succès, les insurgés amazirs se dirigent cette fois-ci vers la capitale du califat omeyyade en Ifriqiya, Kérouan. Et il s'en faut de peu pour que celle-ci tombe si ce n'est l'intervention du gouverneur d'Égypte, un certain Hamdallah ben Safwan, qui arrive finalement à arrêter la progression des révoltés lors de la bataille d'Al-Asnam en 742. Et c'est sur ce statu quo-là que va s'achever la grande révolte berbère. Alors certes, Kérouan et une grande partie de l'Ifriqiya sont toujours sous domination du califat omeyyade, mais une grande partie de l'Afrique du Nord, à savoir tout l'ouest algérien et la totalité du Maroc actuel, échappe totalement à cette domination du califat omeyyade. Domination qui au final n'a pas duré aussi longtemps qu'on pourrait le penser, une trentaine d'années seulement. Puisqu'après la révolte berbère, on va assister dans cette région-là à l'émergence de nombreux royaumes amazirs berbères et qui vont être totalement indépendants de la tutelle du califat musulman d'Orient, qu'il soit omeyyade ou abbasside d'ailleurs. Le premier des royaumes amazirs à voir le jour est le royaume des Bergwata, une confédération tribale qui se trouve à l'extrémité ouest de l'Afrique du Nord sur la côte atlantique du Maroc actuel. Ce royaume qui est fondé par un certain Tarif ibn Malik, qui n'est autre que l'un des généraux omeyyades, donc musulmans, ayant participé à la conquête de l'Andalousie, adopte très rapidement une religion syncrétique qui est fortement inspirée par l'islam, mais intègre également des éléments hébraïques, chrétiens et même païens. Loin de se cantonner au second rôle qu'ont bien voulu lui donner les manuels d'histoire, le royaume des Bergwata a pu, tout au long de ses 300 ans d'existence, repousser toutes les attaques qui étaient dirigées contre lui, à commencer par celle de l'émirat des Idrissides, frontalier, mais également par celle du califat fatimide en Ifriqiya, ainsi que des tribus zénètes qui l'entouraient. Il est même attesté que l'ambassadeur des rois Bergwata était reçu auprès des califes omeyyades à Cordoue, en Andalousie. Les Bergwata, ce royaume si singulier de par ses coutumes et ses pratiques religieuses pour le moins surprenantes à une époque où on en pensait jusqu'à il y a peu, l'islamisation du Maghreb et de l'Afrique du Nord comme étant acquise ne sera anéantie qu'à la fin du XIe siècle avec l'entrée en scène des Almoravides. Mais ce qui caractérise vraiment l'Afrique du Nord à la suite de la grande révolte berbère en cette fin de 8e siècle, c'est bien le kharijisme. Vous savez, l'un de ces trois courants de l'islam qui est apparu à la suite de la grande discorde. Eh bien, ce kharijisme, qui, précisons-le tout de même, représente une hérésie aujourd'hui pour la plupart des musulmans, va connaître un grand succès auprès des amazirs à cette époque. En effet, le kharijisme tend à prôner plutôt une lecture rigoriste des textes sacrés en islam, notamment par rapport à ce qui est de la question du pouvoir suprême politique, c'est-à-dire du califat. Contrairement aux autres courants, il ne réduit pas ce pouvoir à une ethnie ou à un clan en particulier, mais tend au contraire à le soumettre à l'approbation de la communauté en général. Et ce point-là convient particulièrement aux amazirs puisqu'il leur donne la légitimité de pouvoir diriger leur destin par eux-mêmes. Le
Le premier royaume kharijite d'envergure apparu au Maghreb à cette époque-là est sans doute l'émirat de Sijil Massa, qui correspond peu ou prou à la région du Dratafilalet au sud-est du Maroc actuel. La ville de Sijil Massa, qui va être fondée plus ou moins en 757 et dont les restes sont toujours visibles jusqu'à l'heure actuelle près de la ville de Rissani, va connaître sous le règne de la dynastie des Medrarides une période de prospérité certaine puisque la ville connaît une intense activité économique avec une production non négligeable de poterie mais également de l'agriculture puisque la ville est également connue pour ses dattes. Mais c'est aussi et surtout sa localisation géographique tout autant qu'une importante communauté juive qui explique l'importance de Sijil Massa en tant que centre commercial caravanier du Maghreb à cette époque-là puisque sont échangés toutes sortes de métaux précieux tels que l'or, l'argent ou le cuivre. La cité du désert de Sijil Massa restera encore prospère pour de nombreux siècles après la disparition des Medrarides et de leur état kharijite à la moitié du Xe siècle, puisque l'existence de Sijil Massa en tant que cité caravanière est encore attestée jusqu'à la fin du XIVe siècle, date à partir de laquelle elle sombrera peu à peu dans l'oubli. Le second état kharijite et amazigh à voir le jour en cette deuxième moitié du 8e siècle est sans nul doute l'émirat des Rostemides qui comprend une bonne partie du nord de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye actuelle et qui aura pour capitale la ville de Tiaret. Cet émirat est fondé par un certain Abderrahman ben Rostom, un prédicateur d'origine perse et certaines sources affirment même qu'il est le descendant d'une famille d'aristocrates de l'empire sassanide. Cet Abderrahman ben Rostom a la particularité de prêcher l'ibadisme, un mouvement particulier connu pour sa modération mais néanmoins né dans la foulée du Coran kharijite issu de la Grande Discorde. L'émirat des Rostemides, en ce qu'il suit le courant ibadite, est une sorte de monarchie élective où l'imam, c'est-à-dire le roi ou le chef suprême, est élu par un conseil de sages. Ce sera le cas pour son fondateur, Abderrahman ben Rostom. Cependant, à la mort de ce dernier, c'est bel et bien son fils, Abdelwahab ben Abderrahman, qui reprend le flambeau. Et comme on peut s'y attendre, à la mort de ce dernier, son petit-fils également, Al-Aflah. Donc, devant ces élections qui n'en sont pas vraiment, les dissensions commencent à apparaître à l'intérieur même de l'émirat des Rostemides, avec des opposants de plus en plus déterminés, ceux que l'on appelle les Nekarines, de l'arabe Nekar, c'est-à-dire ceux qui réfutent. Malgré une période de prospérité indéniable, l'émirat des Rostemides sombrera peu à peu à partir de la deuxième moitié du 9e siècle dans des guerres et des conflits interminables entre émirs et factions rivales. Si bien qu'au début du 10e et précisément en 909, il sera complètement balayé par la puissance montante du moment, à savoir le califat fatimide. Précisons ici enfin que des communautés ibadites existent toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le grand sud algérien et libyen ainsi que sur l'île de Djerba en Tunisie. Alors bien entendu, on ne pourrait pas parler d'Occident musulman au 8e et au 9e siècle sans parler de deux émirats qui vont jouer un rôle important à cette époque, à savoir l'émirat omeyyade de Cordoue dans l'Andalous ainsi que l'émirat idrisside qui va occuper une bonne partie du Maroc actuel. L'émirat des Idrissides est fondé à la toute fin du 8e siècle lorsque l'un des arrière-petits-fils du prophète Mohammed, un certain Idriss ben Abdallah, arrive au Maghreb occidental, c'est-à-dire au Maroc actuel en tant que fugitif, puisqu'il avait été pourchassé pendant de nombreuses années en Orient par les califes abbassides dont il avait été l'un des fervents opposants. Alors qu'Idriss ben Abdallah s'affaire à rassembler autour de lui les différentes tribus amazighes pour pouvoir un jour espérer reconquérir le califat au nom de ses illustres ancêtres les Alaouites, à savoir les descendants d'Ali, le cousin du prophète, eh bien cet Idrissid ben Abdallah se fait assassiner par les agents du célèbre calife Haroun el-Rachid, et ce en 791 approximativement. C'est donc à son fils Idriss ben Idriss, plus connu sous le nom de Idriss II, que revient l'honneur de fonder l'émirat idrisside, et ce en 808 approximativement, qui est également la date qui est retenue pour la fondation de sa capitale El-Aliya, qui deviendra plus tard plus connue sous le nom de Fès. Après une période de prospérité au milieu du 9e siècle, durant le règne de l'émir Idriss II et de ses successeurs immédiats, à savoir son fils Mohamed et son petit-fils Yahya, l'émirat idrisside entrera lui aussi et peu à peu dans une période d'instabilité en raison de l'ingérence continue des frères, des cousins et des oncles dans le pouvoir, si bien qu'au début du Xe siècle et plus précisément en 917, il sera balayé à son tour par le califat fatimide.
Et il ne me reste plus ici qu'à vous parler du dernier émirat qui sera fondé dans la foulée de la grande révolte berbère de 740, à savoir l'émirat omeyyade de Cordoue. En effet, un autre prince fugitif, omeyyade celui-là, un certain Abderrahman ben Moawiya, plus connu sous le nom de Abderrahman le Conquérant, fuit les massacres perpétrés par le califat abbasside en Orient à l'encontre de sa famille et s'en va fonder en 756 un émirat en Andalous qui connaîtra une grande prospérité et sera à l'origine d'une grande civilisation. Civilisation qui, il faut le préciser, jouera un rôle crucial durant les nombreux siècles suivants dans la diffusion du rythme malékite de l'islam ainsi que de la langue arabe dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. Alors, vous l'aurez sans doute compris, à partir du début du Xe siècle, l'Afrique du Nord va complètement changer de visage, puisque l'équilibre qui avait été trouvé depuis la grande révolte berbère de 740 avec les différents royaumes amazirs va complètement changer avec l'apparition d'une nouvelle puissance qui est le califat fatimide. Mais bon, ça va être le sujet de mes prochains épisodes. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez aimé celui-là. Et puis, je vous souhaite bon vent.